remercie les trois collègues de Tours ici présents et aussi la collègue de l'Université de Rennes qui a envoyé une vidéo très courte et super intéressante. Je suis vraiment admiratif comment vous avez réussi à respecter les limitations de temps survenues. Et surtout, je vous remercie pour la richesse, la quantité, la qualité, la pertinence des informations, des réflexions et des pistes que vous avez apportées en quelques, je sais pas, 3/4 d'heure, ou 1 heure à peine. Donc, merci. Et puis, c'est maintenant la parole au public. Si vous voulez poser des questions ou présenter des commentaires, des réactions, etc., on est à l'écoute. Oui, merci beaucoup. J'aurais une question pour Monsieur Debono. Vous avez, alors évidemment ça touche à un point sensible, vous avez parlé de la chimère de la communication plurilingue et qu'en fait l'alternative était entre soit le tout anglais, soit l'imprécision du plurilinguisme. Et fatalement, vu que c'est mon cœur de métier, je trouve ça dommage justement qu'on ne réfère pas à la traduction, à l'interprétation. Alors je comprends bien que ça ne puisse pas toujours se faire de manière formalisée, parce qu'il y a une question de budget, parce qu'il y a une question d'organisation, etc. Mais néanmoins, je pense que dans ce débat, la question de la traduction est bien souvent complètement éludée, et comme si on pouvait en faire totalement l'économie, et l'économie au sens propre, enfin au sens à la fois financier du terme, et au sens voilà, de s'en débarrasser. Et je pense qu'en l'occurrence, voilà, c'est un peu dommage qu'on ne se dise pas que ça fait peut-être partie aussi des pratiques qu'on doit développer, y compris dans ce type de projet. Alors, je n'ai pas du tout parlé de la chimère de la communication plurilingue, j'ai parlé de la chimère de la perfection de la communication plurilingue. C'est à propos de, justement, l'utilisation de la traduction automatisée pour les échanges de mails, qui sont aussi une solution pour permettre la communication plurilingue, qui aboutit à, moi, mon PowerPoint, par exemple, je l'ai traduit de cette manière-là, qui aboutit à des résultats qu'on pourrait qualifier d'imparfaits, mais qui ont l'avantage de montrer justement la nature de la communication plurilingue, qui est faite de ces imperfections, qui est faite et qui, la réalité de la communication plurilingue, quand vous allez dans des réunions, des groupes de travail avec des gens qui viennent de 9 universités européennes, la manière dont ça parle ou ça échange par mail, c'est nécessairement une communication qui se fait avec ce qu'on pourrait qualifier d'erreur, d'imprécision, etc. Et c'est tout à fait normal. Donc c'était ce que j'ai appelé chimère, ce n'est pas la communication plurilingue. Ce que j'ai appelé chimère, c'est la perfection, l'idée de perfection dans cette communication plurilingue, qui me semble, ça fait partie des choses à accepter pour qu'elle soit possible, justement, pour qu'elle soit rendue possible dans ce type de consortium international. Et conscientiser cela et mener ce travail d'acceptation, voilà, c'est aussi un enjeu, je crois, de la communication plurilingue. J'avais juste une deuxième question concernant le projet. C'est qui exactement? Parce que je comprends bien que c'est uniquement entre les universités ou il y a des... Enfin, le Néolaya... Alors, Néolaya, il y a 9 universités, vous les avez dans le livret: Raïn, Ostrava, Orbro, Bielefeld, Salerne, Suceava, Nicosie, Siolou et Tours. Voilà. C'est uniquement les universités entre elles. C'est un projet en fait qui concerne toutes les dimensions des universités, dans toutes les disciplines. C'est un projet d'université européenne, et avec, au sein de ce projet, donc ce dont on a parlé, à savoir le projet autour du plurilinguisme et de l'interculturel, qui fait partie de ce qu'on appelle un work package au sein de ce projet plus global. Voilà. D'accord, merci. Il y avait une autre question là au fond. Vous m'entendez bien?
Tout d'abord, merci beaucoup pour cette présentation qui était fort intéressante. Et j'ai une question brève pour Léa Courteau. Je me demandais si vous avez, dans le cadre de votre travail de terrain, fait des biographies langagières avec ces enseignants-chercheurs, et si vous les avez interrogés plus généralement sur leurs usages des langues. Merci pour votre question. Alors, bon, là, c'était vraiment une recherche très exploratoire, mais effectivement, un travail sur les biographies langagières serait tout à fait propice à mettre en œuvre, en fait, pour leur permettre à eux-mêmes de réfléchir à ce qui se passe dans les langues quand ils les mobilisent, notamment en contexte de travail, de recherche, etc. Mais oui, effectivement, ce serait... C'est notamment aussi à des chercheurs qui sont amenés à faire du terrain dans d'autres langues. Ah, pardon, je ne vous ai pas entendu. Je pensais aussi à des enseignants-chercheurs qui sont amenés à faire des enquêtes de terrain eux-mêmes dans d'autres langues. Alors là, on n'a pas eu ce cas. Mais ceci dit, même si on n'a pas pour le moment travaillé sur des biographies langagières, mais c'est vrai qu'il y a quand même eu des éléments de parcours en lien avec les langues de leur histoire qui ont été évoqués, notamment l'enseignante-chercheur en histoire, hein, qui est, je ne sais plus si c'est autrichienne ou allemande. Oui, parce que bon, j'ai participé, je peux me permettre, parce que j'ai participé aussi à ce petit travail. L'historienne est une historienne d'origine allemande qui a fait une grande partie de ses études en Allemagne et sa thèse en France, qui a aussi une partie de son histoire en Autriche et qui a aussi été responsable d'un parcours binational, franco-allemand. Donc elle a toute une réflexion elle-même là-dessus, mais d'autres de nos interlocuteurs ont aussi mobilisé de manière moins développée dans certains de nos entretiens certains éléments de leur parcours, justement, soit linguistiques, soit plus largement, je dirais, qui concernent des formes de diversité académique, parce qu'ils ont fait certains aspects de leur parcours, enfin, ils ont eu certains aspects de leur parcours dans d'autres pays, et bon, voilà. Mais pour le moment, c'est pas formalisé, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que c'est très important. Okay, merci beaucoup. J'ai juste une toute petite remarque à la suite de la précédente pour Marc Debon concernant la traduction automatique. Je pense qu'il y a malgré tout un risque de poser comme équivalente l'imperfection ou l'imprécision de la traduction automatique, même si c'est un domaine, la traduction automatique neuronale, qui est en progression exponentielle, et de la poser comme en tout cas équivalente aux erreurs de traduction que pourrait faire un traducteur, un être humain traduisant en tout cas. Et en plus, il y a des grandes inégalités de traitement entre les langues, puisque les corpus ne font pas les mêmes tailles. Et moi, que je suis traductrice de serbo-croate et d'anglais, je le vois bien sur la différence de ces deux langues, comment elles sont prises en charge par la traduction automatique. Merci. Voilà, oui, il y a encore une autre question. Je pense que... Oui, vous avez dépassé... On a encore quelques minutes quand même. Hein? Merci. Donc vous remerciez, vous félicitez pour cet effort de prêcher avec l'exemple et dans cette espèce d'effort métaplurilingue. C'est un projet sur le plurilinguisme et donc vous essayez de mettre en pratique les pratiques communicatives plurilingues. Donc j'aurais une question pour vous, Marc. Parce que ce que je n'ai pas réussi à saisir, c'est la nature de cette accréditation. Qui est le public cible, si c'est une espèce de, comme des labels, comme les labels européens, donc label université plurilingue, si ce sont les enseignants, si ce sont les étudiants, de quelle discipline, ou de quelle filière, et surtout, quelle perspective d'insertion curriculaire et des validation de la part des institutions. Voilà, c'est ça qui...
Oui, alors c'était plutôt une question qui s'adressait à ma collègue de l'Université de Rennes, mais cette accréditation, elle vise la formation des enseignants des universités partenaires, donc de ces 9 universités européennes, la formation des enseignants pour qu'ils soient à même d'enseigner leur discipline dans une autre langue. Voilà, donc c'est un certificat une accréditation qui vise le public d'enseignants universitaires et également les personnels universitaires. À enseigner leur discipline dans une autre langue. Oui. Voilà, je crois que M. Tremblay fait signe comme quoi le débat est fini.